Fin de la preuve du théorème spectral, en s'appuyant sur le lemme qu'on a établi précédemment. Et je vais commencer pour le cas des endomorphismes auto-adjoints. Et je vais procéder par récurrence sur n, où n c'est la dimension de E. Donc en gros, mon P de n, ce serait, si E est un espace euclidien de dimension n, et U un endomorphisme auto-adjoint de E, alors il existe une base orthonormale formée de vecteurs propres de U. Si n égale 1, en dimension 1, tout endomorphisme d'un R espace vectoriel de dimension 1 est une homothétie. Sa matrice est une matrice 1, 1, toute matrice est toujours diagonale, donc il n'y a pas grand chose à démontrer. Donc un endomorphisme, c'est de la forme U qui vaut lambda identité pour un certain lambda. Tout vecteur non nul est un vecteur propre de U, donc il vous suffit de normer votre vecteur x en disant 1 sur norme de x, qui est une base orthonormée de E, puisque E est de dimension 1, et il est formé d'un vecteur propre de U, et c'est terminé. Donc il n'y a pas grand chose à démontrer pour n égale 1. Pour l'hérédité, à présent, donc je suppose que pour un n quelconque fixé dans une étoile, P de n est vrai, et je vais montrer P de n plus 1. Je prends donc E, un espace euclidien de dimension n plus 1, et U, un endomorphisme auto-adjoint de E. Je vais me ramener au lemme en disant, je prends B, une base orthonormale de E, et je vais écrire grand A, la matrice de U relativement à B, qui est donc une matrice symétrique, puisqu'on sait que la matrice d'un endomorphisme auto-adjoint relativement à une base orthonormale est une matrice symétrique de taille n plus 1, n plus 1. Par le lemme, toute matrice symétrique réelle possède au moins une valeur propre réelle. Donc je peux trouver lambda, une valeur propre réelle de U, et x, un vecteur propre associé. Je vais normer ce vecteur x, je vais le transformer en x1 égale 1 sur norme de x fois x, donc il y a un vecteur de norme 1. x1, comme il est collinaire à x, ça reste un vecteur propre de u associé à la propre lambda, je fais le calcul, u de x1, ça fait 1 sur norme de x fois u de x, qui fait lambda fois 1 sur norme de x fois x, qui fait lambda x1, pas de problème. Donc x1 est un vecteur unitaire propre de u. Et maintenant, il va falloir que je me ramène à mon hypothèse de récurrence. Alors j'ai posé grand F, j'ai fait une petite rature en disant c'est soit le vec de x1 orthogonal, soit simplement l'orthogonale du singleton x1, puisque en première année, vous avez parlé de l'orthogonale d'une partie. Et je vais vérifier que f est stable par u. Je prends un y dans f, et je vais montrer que u de y appartient à f. Pour montrer que u de y appartient à f, ça veut dire qu'il faut que je démontre que u de y est dans x1 orthogonal. Donc il faut que je montre que u de y scalaire x1 vaut 0. U de y scalaire x1, comme u est auto-adjoint, ça fait y scalaire u de x1. Mais u de x1 vaut lambda x1, puisque x1 est un vecteur propre de u associé à leur propre lambda. Ce qui fait lambda fois y scalaire x1, ce qui fait 0, puisque y a été pris dans grand F, qui est l'orthogonale de x1. Donc j'ai bien montré que u de y appartient à grand F, donc grand F est stable par u. Et je vais appeler uf l'endomorphisme induit par u sur grand F. Et je vais vérifier que uf est un endomorphisme auto-adjoint de grand F. Ça, c'est une simple vérification. Je prends W1, W2 des vecteurs de grand F, et je calcule le produit scalaire uf de W1 scalaire W2. Sauf que uf, c'est ni plus ni moins que u, simplement, il faut vérifier que les vecteurs W1 sont dans grand F. Donc ça marche. U est auto-adjoint, donc il peut passer sur W2, et comme W2 est bien dans grand F, c'est uf de W2. Donc uf est un automorphisme auto-adjoint de F. Mais grand F, comme c'est l'orthogonale d'un vecteur non nul, c'est un sous-espace vectoriel de E qui est de dimension 1 de moins que la dimension totale, puisque grand F, c'est l'orthogonale de la droite engendrée par x1. Et donc, la dimension de grand F, c'est n plus 1 moins 1, c'est n. Et je vais pouvoir donc appliquer mon hypothèse de récurrence à uf. Par hypothèse de récurrence, je peux trouver x2 jusqu'à xn plus 1, une base orthonormale de f, formée de vecteurs propres de uf. Un vecteur propre de uf, c'est un vecteur propre tel que u de uf de xi vaut lambda i xi, avec les xi qui sont dans grand F. Mais ce sont donc aussi des vecteurs propres de u, puisque uf c'est égal à u, simplement il faut que les vecteurs auxquels on donne à manger à uf soient dans grand F. Donc j'ai déjà une base orthonormée de grand F formée de vecteurs propres de u. Mais de plus, les vecteurs qui sont dans grand F, ils sont tous orthogonaux à x1, puisque grand F, c'est l'orthogonale de x1. x1 est de norme 1, et x1 est un vecteur propre de u. Donc finalement, la famille x1 jusqu'à xn plus 1, c'est une famille orthonormée dans E, c'est donc une base puisque E est de dimension n plus 1, et tous les vecteurs de cette base sont des vecteurs propres de u. La récurrence est établie. Et donc j'ai prouvé la version endomorphisme du théorème spectral. Pour la version matricielle, ça devient très simple. Je prends A, une matrice symétrique réelle quelconque. J'appelle U l'endomorphisme de Rn canoniquement associé à A, B la base canonique de Rn qui est orthonormale pour le produit scalaire canonique. Et donc, comme A c'est la matrice de U relativement à B,
U est un endomorphisme auto-adjoint de Rn. Par le point 1, il existe B', une base orthonormale de Rn formée de vecteurs propres de U. Ainsi, la matrice de U dans B', c'est D, une matrice diagonale à coefficient réel. Et par la formule de changement de base, A s'écrit P, D, P-1, où P c'est la matrice de passage de la base B, qui était la base canonique de Rn, à la base B' de vecteurs propres de U. Mais P, c'est la matrice de passage de B, la base canonique, qui est une base orthonormale pour le produit scalaire canonique, à B', dont le point 1 a justifié que c'était une base orthonormale de vecteurs propres. Donc P, c'est une matrice de passage entre deux bases orthonormales de Rn. Or, l'effet sur les bases orthonormales vous dit que votre matrice de passage est en fait une matrice orthogonale, et donc j'ai bien réussi à écrire A sous la forme P, D, P-1, où P est une matrice orthogonale, et où donc P-1 c'est P transposé. Ce qui finit la preuve du théorème spectral.